Est-ce que vous saviez que le Sungo avait eu sa propre Bastille? Mais contrairement à celle de Paris le 14 juillet 1789, notre prison d'État n'a pas connu le même sort. Et oui, elle est presque même toujours debout, et ça, c'est grâce à un Sungovien bien malin. Allez, suivez-moi, on va remonter le temps. Nous voici au château du Landskrone, à 2 pas de la Suisse, tout au sud du Sungo. Regardez, le château domine vraiment les environs avec la porte d'Alsace, la forêt noire et la ville de Bâle. Je vous emmène dans son donjon et vous verrez, on ne sera pas tout seul. Salut Bernard. Alors lui, c'est Bernard Duverger de Soubardon, enfermé par lettre de cachet en 1769 pour avoir fortement déplu au ministre de Louis XV, Choiseul. Quand on a voulu le libérer après la Révolution, il était déjà trop tard. Il avait été enfermé pendant plus de 20 ans dans le noir, nourri au pain sec et à l'eau, et était devenu complètement fou. Il est mort peu de temps après sa libération. La lettre de cachet évite d'avoir recours à un juge, à un jury, à la justice. La simple décision du roi suffit pour mettre quelqu'un en prison. Vous l'aurez compris, on est bien loin d'un château de contes de fées, mais dites-vous que le Landskrone était une prison d'État, comme l'était la prison de la Bastille à Paris, c'est-à-dire un lieu sordide où vous pouviez être enfermé à vie pour avoir fait un pas de travers. Et pour couronner le tout, vos geôliers étaient des soldats et blessés de guerre, donc autant vous dire, pas les personnes les plus sympas du royaume. Oui, le donjon est impressionnant, le donjon du Landskrone. C'est qu'au départ, on avait des pièces de 100 mètres carrés par étage. Il faut dire qu'ensuite, au moment de l'adaptation du château aux armes à feu, au début du XVIe siècle, on a rendu les murs beaucoup plus épais pour bien sûr résister aux armes à feu. On a réduit l'espace intérieur et on a conçu au sommet du donjon une plateforme à canon, d'où aujourd'hui on a une très belle vue sur les environs. Ce donjon, qui fait la fierté du Landskrone, a failli être détruit lorsque le château a été assiégé par les troupes bavaroises en 1813. C'était au moment où l'Empire de Napoléon connaissait ses premières défaites, et on est passé à ça de la destruction. Mais heureusement, quelqu'un a pu faire en sorte que le drame soit évité. Je nomme le curé de Hagenthal. Il a l'idée d'appuyer sur l'orgueil des Bavarois et réussit à les convaincre, moyennant pas mal d'alcool, d'épargner le donjon pour que tout le monde puisse se souvenir de leur éclatante victoire. C'était quand même bien mieux que de tout raser et que plus personne ne se souvienne de cette bataille. Malin le curé. Mais ce château que vous voyez n'a plus la même apparence aujourd'hui qu'à l'époque, ni même qu'à ses débuts. Un aperçu de ses premières années nous est parvenu, mais pour le découvrir, il faut changer de pays. Nous voici en Suisse voisine, à l'abbaye de Mariastein, littéralement à côté du Landskrone. Et dans la chapelle des Sept Douleurs, ouais, sympa le nom, on trouve un tableau qui représente une vue du château en 1543. Alors c'est très intéressant, c'est un petit peu comme une bande dessinée, ça nous raconte une histoire. D'abord la chute terrible du fils du seigneur du Landskrone, Reich de Reichenstein, Hans Thüring Reich de Reichenstein, qui va en pèlerinage parce qu'il y a la peste, prier à Mariastein. Il se promène avec son chien de chasse au bord de la falaise et il chute. On le ramasse, on va le soigner au moulin de flux qu'on voit sur le tableau et ensuite on le reconduit dans son château du Landskrone. Ce tableau nous donne une très belle représentation du Landskrone à cette époque. L'après-guerre de 30 ans marque un nouveau virage. En 1648, quand Louis XIV récupère l'Alsace, il prend aussi le château et charge Vauban, le grand ingénieur du royaume, d'y faire des travaux de fortification. Et alors que tous les autres châteaux forts alsaciens sont détruits parce qu'ils deviennent inutiles et surtout parce qu'ils font de l'ombre au roi Soleil, le Landskrone reste debout parce qu'il est situé juste à la frontière franco-suisse. Le Landskrone occupe une position stratégique en face de Bâle, ce qui fait que Louis XIV, alors qu'il a fait détruire tous les châteaux d'Alsace, sauf 3, a conservé le Landskrone. C'est un de ces 3. Le Landskrone est ensuite devenu une caserne jusqu'à la fin de l'Ancien Régime et même à l'époque moderne, donc du temps de Napoléon. Et ce n'est qu'en 1814, décembre 1813 exactement, que sa fonction militaire prend fin. Vauban ajoute de nouveaux systèmes de défense pour protéger le chemin d'accès, un chemin couvert et plein d'autres aménagements.
Après toutes ces péripéties et le fameux sauvetage du curé, le Landskrone continue son bonhomme de chemin jusqu'en 1857 où il a été racheté par la famille de Reinhard qui voulait surtout protéger les ruines car les habitants du coin venaient se servir allègrement des rochers pour leur propre construction. Pas bête. Alors au XIXe siècle, le château va être vendu. Et en 1857, c'est la famille de Reinach, ou Reinhard en allemand, achète le château. Son histoire est comparable à celle du château de Ferrette ou du château du Morimont dans le Jura alsacien, qui sont également achetés par des personnes fortunées. Pour le Morimont, ce sont les Viellards, industriels de l'actuel territoire de Belfort. Et pour le château de Ferrette, ce sont les Zuber, fabricants de papier peint bien connus de Rixheim. Le Landskrone est classé monument historique en 1923, bien plus tard que le château de Ferrette, qui est classé dès 1842. Et si je vous parle de Ferrette, c'est parce que le Landskrone n'est pas le seul château fort de la région. Et oui, le Sundgau conserve d'autres ruines. Au XXe siècle, il est difficile d'entretenir une ruine pour une famille de particuliers. Donc la famille de Reinach ou de Reinhard va vendre ce Landskrone en 1984 à une association qui est créée, l'association Pro-Landskrone franco-suisse, chargée de restaurer et de maintenir le château, ce que d'ailleurs elle fait très bien. D'ailleurs, si vous passez par là, vous pouvez emprunter la route des Trois Châteaux, un magnifique itinéraire de randonnée qui relie le Landskrone au château de Ferrette et du Morimont. Si cet épisode de la série Chronique du Sundgau vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis de la région et même au-delà des frontières. Et si vous êtes curieux d'histoire locale, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page YouTube. On parle des lieux emblématiques du Sundgau et de leurs anecdotes étonnantes. À bientôt!